La véritable mesure d'un homme ne se trouve pas dans une salle de conseil ou sur un CV. Elle se révèle en 180 secondes, quand les lumières s'éteignent, quand le plan s'effondre, quand la femme qui se tient devant lui est dépouillée de son armure et que le monde entier est sur le point de regarder. Le couloir des coulisses de la Starshine City Arena, c'était de la peinture fraîche, le ruban isolant et la légère douceur chimique des machines à fumer qui chauffaient derrière la scène principale. 14 000 sièges étaient occupés. 2 millions de spectateurs supplémentaires suivaient la retransmission mondiale en direct. Dans exactement 3 minutes et 40 secondes, Victoria Ashworth, présidente directrice générale de Vanguard Technologies, était censée monter sur cette scène sous un unique projecteur blanc et prononcer le discours le plus important de sa carrière. Un discours qui annoncerait une acquisition de 7 milliards de dollars et remodèlerait tout le paysage de la cybersécurité d'entreprise. Elle n'allait pas y arriver. Liam Corwin l'a vu avant tout le monde, parce que Liam avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à remarquer les choses que les autres, trop distraits, ne voyaient pas. Il se tenait à environ 4 mètres derrière Victoria dans un étroit couloir en béton réservé à la préparation des dirigeants, un couloir à peine plus large que ses épaules, quand la main de Victoria s'est posée sur son côté gauche. Pas un ajustement anodin, pas un tic nerveux. Ses doigts se sont plaqués contre sa cage thoracique puis se sont figés, de la même manière que la main d'une personne se fige lorsqu'elle découvre quelque chose de catastrophiquement anormal. La déchirure dans la soie était invisible de face. Elle courait le long de la couture intérieure de sa robe bleu nuit sur mesure, partant juste sous son bras gauche et descendant en diagonale jusqu'à sa hanche. Une ligne nette chirurgicale qui avait été coupée et non déchirée. Le fil ne s'était pas effiloché. Il avait été tranché avec quelque chose d'incroyablement aiguisé, un rasoir ou un scalpel, passé à travers la couture renforcée d'un seul geste délibéré, entre l'essayage final 2 heures plus tôt et maintenant. L'assistante de direction de Victoria, une jeune femme nommée Priya, l'a vue ensuite. Le sang quitta son visage si vite que Liam crut qu'elle allait s'évanouir. « Oh mon Dieu !» murmura Priya. Victoria ne dit rien. Sa mâchoire se contracta d'un seul millimètre. C'était la seule réaction visible de la part d'une femme qui commandait 9000 employés dans 11 pays. Elle se tenait parfaitement immobile, ses yeux verts fixés sur un point invisible du mur de béton en face, et Liam regarda le calcul se faire derrière ses yeux en temps réel. Les mathématiques de la catastrophe. Pas de tenue de rechange. Pas de couturière sur place. 3 minutes et le décompte continuait. Chaque seconde qui passait était une seconde de plus où 14 000 personnes attendaient dans le noir, une seconde de plus où le compteur du direct grimpait, tandis que l'équipe de production chuchotait des questions de plus en plus frénétiques dans leur casque. Liam était déjà en mouvement. Il ne s'est pas annoncé. Il n'a pas demandé la permission. Il a enlevé sa veste de costume anthracite, s'est avancé et l'a drapé sur les épaules de Victoria par derrière, le tissu se posant sur son dos et couvrant la couture exposée d'un seul mouvement fluide. Sa voix était basse, plus grave que la basse profonde et réverbérante qui pulsait à travers les murs de l'arène. Ne bougez pas. La tête de Victoria tourna d'une fraction de pouce. Pas assez pour le regarder. Juste assez pour reconnaître que la voix appartenait à l'architecte système du 4e étage. Le type discret qui avait repensé toute l'architecture de migration des serveurs en 11 jours et n'avait jamais demandé la moindre reconnaissance. Priya, dit Liam, et son ton ne portait aucune urgence, aucune panique, juste la cadence calme et mesurée d'un homme qui avait un jour guidé son fils de 8 ans à travers un saignement de nez qui ne s'arrêtait pas à 2 heures du matin. Il me faut un rouleau de ruban gaffer noir, 4 épingles de sûreté et le mini-kit de couture de la loge de production. Il y en a toujours un dans le tiroir du haut de la coiffeuse. Vous avez 60 secondes. Priya courut. Le couloir était suffocant. Les murs de béton amplifiaient la basse jusqu'à ce que Liam la sente dans son sternum, une pression physique qui se synchronisait avec son rythme cardiaque et rendait l'air épais. Une unique lampe de service au plafond projetait des ombres dures qui transformaient l'espace étroit en quelque chose qui ressemblait plus à un couloir de sous-marin qu'à des coulisses. Victoria se tenait immobile sous sa veste, et dans le silence entre les pulsations de la basse, il pouvait entendre sa respiration, contrôlée, délibérée,
Chaque inspiration prise par le nez et relâchée lentement par des lèvres à peine entr'ouvertes. La respiration de quelqu'un qui gère un niveau de fureur et d'humiliation que la plupart des gens n'auraient jamais à contenir. Ça a été fait délibérément, dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui, vous avez vu la coupure, une ligne nette, un seul passage. La personne qui a fait ça a utilisé quelque chose de qualité médicale. Et elle l'a fait après l'essayage final, ce qui signifie qu'elle a eu accès à votre loge au cours des 2 dernières heures. Liam fit une pause. Ça réduit la liste des suspects. Les doigts de Victoria se crispèrent sur ses flancs, et pendant une fraction de seconde, le masque tomba. Il le vit dans les tendons de sa main, dans le blanchiment de ses jointures, dans la façon dont ses épaules se raidirent comme pour parer un coup physique. Puis ce fut terminé. Le masque revint, la présidente directrice générale revint. « Je vais monter sur cette scène », dit-elle doucement, et il y avait dans sa voix quelque chose qui n'était pas de la bravoure, mais quelque chose de plus ancien que la bravoure, quelque chose de plus proche d'un défi forgé par des décennies à s'entendre dire qu'elle n'avait pas sa place dans les pièces qu'elle possédait désormais. « Vous allez monter sur cette scène », acquiesça Liam, « dans environ 2 minutes et 10 secondes. » Priya apparut au bout du couloir, à bout de souffle, les bras chargés. Elle tendit tout à Liam puis recula sans qu'on le lui demande, comme si elle comprenait instinctivement que ce qui allait se passer nécessitait un périmètre d'intimité. Liam s'agenouilla. Pas rapidement, pas nonchalamment. Il posa un genou à terre avec la précision prudente et délibérée d'un homme qui comprenait exactement ce que cela représentait et ce que ce n'était pas. Il posa le ruban gaffé et les épingles de sûreté sur le sol en béton, à côté de son genou droit, et ouvrit le kit de couture, en extrayant une aiguille et une bobine de fil sombre. Il leva l'aiguille vers la lumière de service, plissant les yeux, et l'enfila du premier coup. Ses mains étaient instables. Ses mains avaient toujours été stables. Elles avaient été stables quand il tenait son fils nouveau-né dans une salle d'accouchement où la mère avait déjà décidé qu'elle ne resterait pas, et elles étaient instables maintenant. « Je dois travailler depuis l'intérieur du tissu, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je ne vous toucherai pas, mais je serai proche. » Victoria hocha la tête, un signe unique, presque imperceptible. Il souleva le bord de la veste et trouva la déchirure. De près, la précision du sabotage était encore plus évidente. La coupure avait été conçue pour tenir dans des conditions statiques, mais pour céder catastrophiquement sous la contrainte du mouvement, sous l'acte de marcher vers un podium, de faire un geste vers un écran, de se tourner pour saluer un public. La personne qui avait fait ça avait voulu que la robe se défasse sur une scène mondiale en direct. Elle avait voulu l'humilier devant le monde entier. La mâchoire de Liam se serra, un lent crispement de muscles le long de sa mandibule, qu'il ne laissa pas transparaître sur son visage. Il expira une fois, plaça 2 doigts contre la doublure intérieure en soie sans toucher sa peau, et commença à travailler. La première épingle de sûreté fut placée en haut de la déchirure, juste sous son bras. Il pinça le tissu, aligna les bords déchirés avec la concentration d'un chirurgien alignant des tissus, et enfonça l'épingle à travers les 2 couches, la fixant à plat pour que le fermoir n'appuie pas contre son corps. Ses doigts bougeaient au millimètre près. Le dos de son index planait si près de la peau nue de sa cage thoracique qu'il pouvait sentir la chaleur qui en émanait. Une chaleur qui portait le léger parfum de jasmine et quelque chose de plus vif en dessous. De l'adrénaline peut-être, ou l'électricité particulière qui vit à la surface d'une personne opérant à la limite absolue de son sang-froid. Il ne la toucha pas une seule fois. La deuxième épingle fut placée 3 pouces plus bas que la première. Puis la troisième. Chaque placement était un acte d'ingénierie miniature, un point d'ancrage structurel qui redistribuait la tension du tissu afin qu'aucune épingle ne supporte toute la charge du mouvement. Entre les épingles, il posa des bandes de ruban gaffé noir le long de la couture intérieure, les pressant à plat avec son pouce contre la soie, créant un renfort flexible qui bougerait avec son corps plutôt que de lui résister. Le ruban était invisible de l'extérieur. Les épingles étaient cachées sous le drapé naturel de la robe. 90 secondes restantes. Liam passa l'aiguille dans la partie la plus basse de la déchirure, là où la coupure se terminait à sa hanche, et commença une série de points minuscules, presque invisibles,
tirant le fil à chaque passage pour refermer l'ouverture sans froncer le tissu. Sa respiration s'était ralentie pour s'accorder au rythme de ses mains, inspirer en tirant, expirer en passant, une cadence si contrôlée qu'elle semblait créer une poche de calme dans le chaos qui les entourait. La basse martelait les murs. La voix d'un assistant de production crépita dans un talkie-walkie quelque part derrière eux, frénétique et indistincte. Rien de tout cela ne l'atteignit. 45 secondes, murmura Priya de quelque part au loin. Liam noua le dernier point avec un micro-nœud, coupa le fil avec ses dents et se releva d'un seul mouvement fluide. Il retira sa veste des épaules de Victoria, la plia sur son bras et recula. « Ça tiendra, dit-il. Ne levez pas le bras gauche au-dessus de votre tête. Tout le reste ira bien. » Victoria se tourna pour lui faire face pour la première fois. La pleine force de ses yeux verts le frappa comme un changement de pression atmosphérique, et pendant un instant suspendu, le couloir des coulisses avec ses murs de béton, sa lumière de service et sa basse martelante devint très petit et très silencieux. Elle étudia son visage avec la même intensité analytique qu'elle appliquait aux rapports de résultats trimestriels et aux motions de conseil hostiles. Et quoi qu'elle y ait trouvé, quelles que soient les données qu'elle ait extraites de la constance de son regard, de la régularité de sa respiration et du fait que ses mains pendaient, lâches et détendues, le long de son corps, cela provoqua un changement presque imperceptible dans son expression. Pas de la douceur, exactement, plutôt de la reconnaissance. La reconnaissance d'une femme qui avait passé 2 décennies entourée de gens qui voulaient des choses d'elle, se trouvant enfin face à quelqu'un qui n'avait rien demandé. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis elle redressa sa colonne vertébrale, leva le menton et se dirigea vers l'entrée de la scène sans un mot. Le discours fut impeccable. 47 minutes de rhétorique précise et autoritaire qui firent bouger les marchés et firent taire les critiques. Pas un seul spectateur, pas une des 14 000 personnes dans cette arène, et pas un des 2 millions qui regardaient depuis leurs écrans, n'eut la moindre idée que la robe bleu nuit était maintenue par du ruban gaffeux, 3 épingles de sûreté et les mains stables d'un homme qui avait déjà quitté les coulisses avant la première salve d'applaudissements. Liam était dans la loge en train de récupérer son sac d'ordinateur quand son téléphone sonna. Il jeta un œil à l'écran. Hôpital Memorial de Red Valley. Le nom le frappa comme un coup de poing au sternum, car Red Valley était à 300 miles à l'est, et la seule personne qu'il avait à Red Valley était son fils. Theo passait le week-end chez la mère de Liam, pendant que Liam assistait à l'événement d'entreprise. Un arrangement que Liam avait redouté pendant 1 semaine parce que Theo luttait contre une légère fièvre depuis des jours, et Liam détestait le laisser quand il n'était pas en parfaite santé. Il répondit à la première sonnerie. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une infirmière pédiatrique, professionnelle et calme, de la manière dont les professionnels de la santé sont calmes lorsqu'ils annoncent des nouvelles conçues pour ne pas provoquer de panique, mais qui provoquent de la panique quand même. Theo avait eu une grave convulsion fébrile. Sa température était montée à 105,2 degrés en moins de 20 minutes. La crise avait duré près de 4 minutes. Il était stable maintenant. Il se reposait. Il demandait son père. La main de Liam se resserra sur le téléphone jusqu'à ce que la coque craque. Sa vision se rétrécit à un seul point sur le mur du fond. Quelque part au fond de sa poitrine, à l'endroit où il gardait cette terreur particulière que seuls les parents célibataires connaissent, une porte s'ouvrit violemment et tous les pires scénarios qu'il avait jamais construits dans les heures sombres de la nuit déferlèrent. « J'arrive, dit-il. » Sa voix ne se brisa pas. Sa voix ne trembla pas. Mais sa respiration avait changé, plus courte et plus vive, et la main qui ne tenait pas le téléphone s'était refermée en un point si serré que ses ongles courts laissaient des croissants dans sa paume. Il mit fin à l'appel et se dirigeait vers la sortie quand l'obstacle le frappa avec la force d'une catastrophe naturelle. Le brouillard, le super brouillard. Il avait été mentionné dans tous les bulletins météo depuis 12 heures, un événement météorologique étrange causé par une couche d'inversion de température piégeant la fumée des incendies de forêt et l'humidité du Pacifique dans un nuage au niveau du sol si dense qu'il avait réduit la visibilité sur toutes les autoroutes de la région à moins de 15 pieds. Tous les vols au départ de Star Sand City étaient cloués au sol, tous les services de covoiturage avaient suspendu leurs opérations. L'autoroute était officiellement fermée. Liam se tenait dans l'embrasure de la porte de la loge,
son sac d'ordinateur sur une épaule et ses clés de voiture à la main, fixant l'alerte météo sur son téléphone, et pour la première fois depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne, il sentit l'architecture de son sang-froid commencer à se fissurer. 3 Cent Miles. Son fils était à 3 Cent Miles, seul et effrayé dans un lit d'hôpital, et le monde entier s'était transformé en un mur de blanc. Quel hôpital? La voix venait de derrière lui. Il se retourna. Victoria se tenait dans le couloir, toujours dans sa robe bleu nuit, un téléphone collé à l'oreille et dans une posture qui suggérait qu'elle avait passé ses propres appels. Ses yeux verts passèrent de son visage au téléphone dans sa main et vice-versa, lisant la situation avec la vitesse de quelqu'un qui prenait des décisions à $1 milliard avant le petit déjeuner. Mémorial de Red Valley, dit Lim. Mon fils, il a eu une crise. Je dois... Il s'arrêta, se reprit. Je dois conduire. Dans ça, Victoria fit un geste vers les portes de sortie. À travers la fenêtre étroite, le monde extérieur avait disparu. Le parking, les lampadaires, l'autoroute, tout avait été remplacé par un mur de blanc si absolu qu'on aurait dit que la reine avait été submergée dans du lait. Je n'ai pas le choix. Victoria baissa son téléphone. Elle l'étudia pendant 3 secondes. Puis elle plongea la main dans la fine pochette qu'elle portait et en sortit un porte-clés, noir et lourd, estampillé du logo d'un fabricant de véhicules blindés que Liam reconnut parce qu'il avait aidé à spécifier la suite de cybersécurité pour la flotte de direction de l'entreprise. « Vous gardez l'hôpital en ligne, dit-elle. Je conduis. » Victoria, c'est un ordre. Elle fit une pause. Le plus faible fantôme de quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire traversa ses lèvres. Le dernier que je vous donnerai, allons-y. Le VUS noir blindé était garé dans le parking de la direction comme un animal tapis, tout en peinture mate, verre renforcé et pneus anti-crevaison conçus pour tenir encore 60 miles sur l'autoroute, même après une crevaison totale. Victoria se glissa sur le siège du conducteur, avec l'aisance de quelqu'un qui avait passé des années au volant de véhicules exactement comme celui-ci, et Liam réalisa avec un sursaut que la présidente directrice générale de Vanguard Technologies conduisait comme elle dirigeait une entreprise, avec une concentration et une précision qui ne laissaient aucune place à l'hésitation. Elle sortit du garage et entra dans le brouillard, et le monde prit fin. Ce fut immédiat. Un instant, ils étaient sous la lueur ambrée des lumières du garage, et l'instant d'après, ils étaient à l'intérieur d'un vide blanc et sans relief qui avalait les feux de route du VUS et les renvoyait en une dispersion aveuglante. Les phares étaient pires qu'inutiles. Ils transformaient le brouillard dans un mur lumineux à 6 pieds du pare-brise, et au-delà de ce mur, il n'y avait rien. Pas de route, pas de ciel, pas d'horizon, juste une blancheur infinie et sans direction qui pressait contre les vitres de tous côtés comme quelque chose de vivant. Victoria coupa immédiatement les feux de route, passant aux phares anti-brouillard qui projetaient des cônes de lumière ambrés, bas et étroits, sur la surface de la route. Même ceux-ci ne portaient qu'à 10 ou 12 pieds avant de se dissoudre. Elle ralentit à 20 miles par heure, puis à 15. Les marquages au sol apparaissaient dans brefs éclairs fantomatiques sous le pare-choc du VUS et disparaissaient à nouveau comme s'ils étaient effacés. Liam avait son téléphone en haut-parleur, posé sur son genou. La voix de l'infirmière pédiatrique était une bouée de sauvetage se faufilant à travers le monde blanc et silencieux. Sa température se maintient à 101,4. C'est une base significative par rapport au pic. Il est réactif. Il parle. Il m'a demandé... L'infirmière fit une pause et il y avait une chaleur dans cette pause qui faillit briser Liam. Il m'a demandé si son père pouvait lui apporter son dinosaure bleu. Liam ferma les yeux. Le dinosaure bleu. Un tyrannosaure en peluche bon marché gagné à une machine à pince de supermarché que Théo avait nommé professeur Manchouille et qui était serré dans ses petites mains chaque nuit depuis 3 ans. Il était sur le lit de Théo dans leur appartement, à 270 miles derrière eux. « Dites-lui que j'arrive, » dit Liam. « Dites-lui que papa arrive vite. » Il mit fin à l'appel et s'assit dans l'obscurité du siège passager, et pendant un long moment, les seuls sons furent le faible bourdonnement du moteur, le murmure des pneus sur l'asphalte humide et la respiration contrôlée et régulière de Victoria, alors qu'elle naviguait aux instruments et à l'instinct à travers le vide sans relief. Ils roulèrent en silence pendant près de 40 minutes.
Les mains de Victoria étaient à 10 heures et 2 heures, sa prise ferme mais pas crispée, ses yeux se déplaçant en un circuit constant de la surface de la route au rétroviseur, à l'écran GPS et retour. Liam la regarda conduire et comprit quelque chose qu'il soupçonnait depuis le premier jour où il était entré au siège de Vanguard et avait vu son visage sur le mur des dirigeants de l'entreprise. Victoria Ashworth n'était pas simplement une femme puissante. C'était une femme qui s'était rendue puissante en devenant la personne la plus compétente dans chaque pièce où elle entrait. Et elle avait payé pour cette compétence avec quelque chose qu'elle gardait enfermé derrière des yeux verts et une mâchoire qui ne se détendait jamais. Jamais. À la borne 67, le brouillard gagna. Il s'épaissit avec une soudaineté presque violente, comme si une deuxième couche de nuages était descendue sur la première. Les phares anti-brouillard ambrés disparurent. La route disparut. Les marquages au sol disparurent. Victoria conduisait à l'aveugle, et ils le savaient tous les deux. Elle vit le panneau de l'aire de repos à la dernière seconde possible, un rectangle marron qui se matérialisa hors de la blancheur comme une hallucination, et elle tourna le volant d'un mouvement doux et décidait qu'il les fit sortir de l'autoroute et entrer sur une aire de gravier. Le voie de US avança au pas jusqu'à ce que ses phares anti-brouillard captent la silhouette d'un bâtiment de toilettes en béton fermé et une rangée de tables de pique-nique vides, et Victoria arrêta le véhicule, passa en mode parking et coupa le moteur. Silence. Un silence total, suffocant. Le brouillard pressait contre les fenêtres comme du coton, étouffant même le son lointain de l'autoroute. Ils étaient suspendus dans un vide blanc, coupés du monde, du temps, de tout, sauf de la douce lueur verte des instruments du tableau de bord et du son de leur respiration mutuelle. Victoria s'adossa à son siège. Ses mains restèrent sur le volant pendant plusieurs secondes, et Liam regarda la tension quitter ses doigts un par un, une libération contrôlée qui remonta le long de ses poignets et à travers ses avant-bras, mais s'arrêta à ses épaules. Ses épaules restèrent rigides. Elle portait toujours la robe bleu nuit. Le ruban gaffé et les épingles que Liam avait appliquées 3 heures plus tôt tenaient toujours. « Nous attendons, dit-elle. Le bulletin dit que la couche d'inversion devrait commencer à se lever d'ici 1 heure. Je sais. Il est stable. L'infirmière a dit qu'il est stable. Je sais. Un temps de silence, puis Victoria tourna la tête et le regarda dans la faible lumière verte du tableau de bord. Et le masque qu'elle portait dans les salles de conseil, les discours d'ouverture et sur les couvertures des magazines d'affaires n'étaient pas exactement absents, mais il était plus fin qu'il ne l'avait jamais vu, translucide presque, comme le brouillard lui-même. « Quel âge ?» demanda-t-elle. « 8 ans. Il aura 9 ans en mars. Et il n'y a que vous. » Ce n'était pas une question, mais Liam y répondit quand même. « Il n'y a que moi depuis qu'il a 14 mois. » Sa mère a décidé que la vie qu'elle voulait n'avait pas de place pour un bébé. Ni pour moi. Il le dit sans amertume de la manière dont une personne énonce un fait géographique. Le ciel est bleu, l'océan est profond, sa mère est partie. Alors vous avez construit la pièce vous-même, dit Victoria doucement. Liam resta silencieux un moment. Il fixa le néant blanc au-delà du pare-brise et sentit le poids de 8 années s'installer sur ses épaules, la masse accumulée de chaque sortie d'école, de chaque fièvre nocturne, de chaque pancake du dimanche matin et de chaque histoire du soir lue d'une voix qu'il rendait drôle parce que le rire de Théo était le seul son au monde qui donnait un sens à tout. « Vous savez ce qui est le plus dur, dit-il. Ce n'est pas la logistique, ce n'est pas l'argent ou le temps ou le fait que vous tournez toujours avec 4 heures de sommeil. C'est le silence après qu'il se soit couché. Vous vous asseyez sur le canapé et l'appartement est silencieux et vous réalisez qu'il n'y a personne vers qui se tourner et dire « Tu as vu ce qu'il a fait aujourd'hui? Tu l'as vu comprendre la division longue? Tu as entendu ce qu'il a dit sur les étoiles? » Vous portez ces moments seuls, et ce sont de beaux moments. Ce sont les meilleurs moments de votre vie, mais les porter seuls les rend plus lourds qu'ils ne devraient l'être. Le souffle de Victoria se coupa. C'était un son léger, à peine audible, le genre de son involontaire qu'un corps produit quand des mots frappent en quelque chose de non protégé. Elle tourna son visage vers la vitre côté conducteur, et pendant plusieurs secondes, elle ne dit rien. Le brouillard se pressait tout contre, comme s'il écoutait. « Je comprends ce que c'est que de porter des choses seule, dit-elle enfin.
Sa voix avait changé. Le registre de la présidente directrice générale, celui calibré pour l'autorité et la clarté jusqu'au dernier rang d'une arène de 14 000 places, avait disparu. Ce qui restait était plus bas, plus brut, dépouillé de toute performance. Quand j'ai introduit Vanguard en bourse, j'avais 36 ans. La plus jeune femme PDG a sonné de la cloche cette année-là. Il y avait 700 personnes sur le parquet de la bourse, et chacune d'entre elles me regardait, et la seule pensée dans ma tête était que je n'avais personne à appeler. Pas un partenaire, pas un parent, pas un ami qui ne filtrerait pas sa réaction à travers le prisme de ce que je pourrais faire pour sa carrière. Elle fit une pause. Son index traça une ligne lente sur le haut du volant. Le pouvoir est une pièce qui s'agrandit chaque année, dit-elle. Et plus elle s'agrandit, plus vous réalisez que vous êtes la seule personne dedans. Les gens pensent que l'isolement est le prix du pouvoir. Ce n'est pas le prix, c'est le produit. Vous construisez la machine et la machine construit les murs et un matin vous vous réveillez et vous êtes intouchable et vous réalisez qu'intouchable n'est qu'un joli mot pour seul. Le chauffage se déclencha automatiquement, un faible bourdonnement qui remplit l'habitacle de chaleur. Dehors, le brouillard se déplaçait et tourbillonnait en motifs presque hypnotiques, de grands rideaux lents de blanc qui captaient la plus faible lumière du tableau de bord et la transformaient en quelque chose de fantomatique et de diffus. Théo m'appelle son équipe, dit Liam. Il dit, « Papa, on est une bonne équipe, hein? » Et je dis, « La meilleure équipe. » Et je le pense, mais je sais aussi qu'une équipe de deux se fatigue. Une équipe de deux n'a pas de banc de touche. Et vous ne le laissez jamais voir la fatigue. Jamais. Victoria hocha lentement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait depuis longtemps sur l'architecture du sacrifice silencieux. Le Conseil pense que je suis faite d'acier, dit-elle. Il pense que je ne ressens pas l'émotion de défiance, les batailles de procuration et les campagnes de dénigrement. Il pense que j'entre dans ces pièces et que les attaques glissent sur moi comme de l'eau. Et je les laisse penser ça parce qu'au moment où une femme dans ma position montre une faille, ils n'offrent pas de soutien, ils l'élargissent. Liam la regarda. Dans la faible lumière verte, son profil était net et immobile, un portrait d'une femme qui avait appris à transformer l'épuisement en élégance et la solitude en autorité. La robe abîmée, le brouillard, l'air de repos abandonné, tout cela avait enlevé les couches que le monde collait sur elle. Et ce qui restait n'était pas la présidente directrice générale, ni la couverture de magazine, ni l'oratrice principale, mais un être humain assis dans le noir, disant la vérité à quelqu'un en qui elle n'avait aucune raison professionnelle de faire confiance. La robe, dit Liam, ce n'était pas un hasard. Quelqu'un de votre conseil a commandité ça. Marcus Hale, dit Victoria. Le nom sortit sèchement, comme une douille de balle tombant sur un sol en béton. Président du comité de gouvernance. Il essaie de forcer un changement de direction depuis 8 mois. Il veut sa propre marionnette dans le bureau du coin, quelqu'un qui approuvera le routage de données offshore qu'il pousse, un routage qui violerait les réglementations européennes sur la vie privée et exposerait l'entreprise à des poursuites pénales dans 3 juridictions. Et vous humilier sur une scène mondiale était censé être le point de bascule. Détruire ma crédibilité, déclencher une chute de l'action, convoquer une session d'urgence du Conseil pendant que le cycle des nouvelles est encore chaud, c'est élégant, en fait, si vous n'avez pas de conscience. Ça n'a pas marché. Grâce à vous. Les mots atterrirent dans le silence et y restèrent, se déposant comme de la neige. Liam ne dit rien. Il ne détourna pas la déclaration, ne la minimisa pas, ne la redirigea pas avec une fausse modestie. Il la laissa simplement exister dans l'espace entre eux parce qu'il comprenait que Victoria Ashworth n'offrait pas de reconnaissance à la légère et que l'écarter serait en soi une forme de manque de respect. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Les minutes passèrent. Le brouillard à l'extérieur s'amincissait et s'épaississait en cycles lents et rythmés, comme si l'atmosphère elle-même respirait. À un moment donné, la main de Victoria glissa du volant et vint se poser sur la console centrale, ses doigts haches et ouverts, et Liam fut conscient de cette main avec une précision presque douloureuse, conscient de sa proximité, de son immobilité et de la vulnérabilité d'une paume ouverte dans le noir. Il ne la saisit pas, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que la distance entre eux, les 4 pouces de console en cuir entre sa main ouverte et son poing fermé,
était un espace qui méritait plus qu'un moment d'épuisement partagé dans un banc de brouillard. Il méritait la lumière du jour, la clarté et tout le poids, sans hâte, d'un choix fait librement. À 4h17 du matin, le brouillard commença à se lever. Il ne se dissipa pas tant qu'il ne s'éleva, se retirant vers le haut comme un rideau de théâtre pour révéler l'autoroute sombre et humide en dessous, et Victoria démarra le moteur sans un mot et retourna sur l'Interstate. Elle conduisait vite maintenant, poussant le VAES à 85, 90 miles par heure, les phares atteignant enfin l'obscurité et trouvant l'asphalte, les maquages au sol et la distance. Le désert s'ouvrit autour d'eux, vaste et noir, et la première suggestion pâle de l'aube apparut à l'horizon et comme une ecchymose guérissant à l'envers. Ils atteignirent l'hôpital Memorial de Red Valley à 5h41. Victoria gara le VUS sur le parking des urgences et Liam était hors du véhicule avant qu'il ne soit complètement arrêté, son sac d'ordinateur oublié sur le plancher, ses jambes le portant à travers les portes automatiques, dépassant la réception et descendant un couloir qui sentait l'antiseptique et l'air chauffé par les machines. Théo était dans une salle d'observation pédiatrique au 2e étage. Il était petit dans le lit d'hôpital, incroyablement petit, avec une perfusion de sérum physiologique collée aux doses de sa main et un moniteur cardiaque clipsé à son index. Ses cheveux bruns étaient humides de sueur séchée. Ses yeux étaient fermés. Et quand Liam franchit la porte et que les paupières du garçon s'ouvrirent en papillonnant et se fixèrent sur le visage de son père, le son que Théo produisit, une seule syllabe, « Papa », prononcé d'une voix somnolente, rauque et inondée de soulagement, défit quelque chose dans la poitrine de Liam qu'il avait maintenu avec la même précision qu'il avait utilisée sur une robe en soie abîmée 300 miles plus tôt. Il traversa la pièce en 2 enjambées, prit son fils dans ses bras et le serra. Il le serra les yeux fermés, le visage pressé dans les cheveux du garçon et sa main berçant l'arrière de la tête de Théo, et il ne parla pas parce qu'il n'y avait pas de mots dans aucune langue adéquate pour l'ampleur de ce soulagement spécifique. « Tu es venu vite », murmura Théo. « J'ai eu de l'aide », dit Liam. Il resta ainsi longtemps, agenouillé à côté du lit, les petites doigts de Théo enroulées autour de son pouce. Quand il leva enfin la tête et regarda vers l'embrasure de la porte, il vit Victoria. Elle était appuyée contre le mur du couloir juste à l'extérieur de la chambre, la robe bleu nuit froissée et tachée de poussière de route et d'humidité de brouillard, ses cheveux sombres tombant librement de leur arrangement soigné, ses bras croisés sur sa poitrine de la manière dont les gens croisent les bras, non pas pour l'autorité, mais pour la chaleur. Elle regardait Théo dormir avec une expression que Liam n'avait jamais vue sur le visage d'aucun PDG, dans aucune salle de conseil, dans aucun pays, une expression si peu gardée et si tranquillement dévastée par la beauté simple et ordinaire d'un père tenant son enfant qu'elle la faisait paraître, pour la première fois depuis qu'il la connaissait, comme une femme qui se tenait devant des fenêtres comme celle-ci depuis très longtemps. Elle n'entra pas dans la chambre. Elle ne s'imposa pas. Elle trouva une chaise en plastique dans la salle d'attente au coin du couloir et s'assit, et en quelques minutes, l'épuisement du discours, du brouillard et des 300 miles de route la rattrapa. Elle s'endormit assise, le menton tombant lentement sur sa poitrine, ses mains toujours lâchement jointes sur ses genoux. Liam la trouva ainsi 20 minutes plus tard. Il se tint dans la salle d'attente et regarda la femme la plus puissante qu'il ait jamais connue endormie, sur une chaise en plastique sous des néons dans un hôpital rural au milieu du désert de l'Arizona. Et il prit sa veste de costume anthracite, la même qu'il avait drapée sur ses épaules dans un couloir de coulisses une vie plus tôt, et il la posa sur elle doucement, prudemment, sans la réveiller. Puis il retourna auprès de son fils. Les retombées arrivèrent 9 jours plus tard, livrées non pas par un appel téléphonique ou une demande de réunion, mais avec l'efficacité froide et clinique d'une embuscade d'entreprise. Liam était à son bureau au siège de Vanguard lorsque l'email du service de conformité arriva. Entretien obligatoire, allégation de conduite inappropriée entre un cadre de haut niveau et un employé sous sa responsabilité directe. Il lut l'email 2 fois, son expression ne trahissant rien, puis il ouvrit le dossier de preuve joint. Il contenait les journaux GPS du système de suivi de la flotte de direction, montrant le VUS blindé de la présidente directrice générale quittant la Star Sand City Arena à 23h14
et arrivant à l'hôpital Memorial de Red Valley à 5h41 du matin. Il contenait des images de sécurité du garage, horodatées et en haute résolution, montrant Liam Corwin entrant du côté passager du véhicule de la PDG, et il contenait une note non signée au conseil d'administration alléguant une relation personnelle continue entre Victoria Ashworth et un employé subalterne, une relation qui constituait une violation de la politique d'éthique de Vanguard et un motif de révision de la direction. La source était évidente. L'accès aux journaux GPS nécessitait une autorisation de niveau exécutif. Les images du garage avaient été extraites d'un système administré par l'infrastructure, qui relevait d'une chaîne se terminant au comité de gouvernance de Marcus Hale. La note non signée était rédigée dans la prose passive et légaliste de quelqu'un qui avait constitué un dossier pendant des mois et qui avait enfin trouvé la photo à agrafer en première page. Liam ferma l'email. Il regarda son écran un long moment. Puis il attrapa dans le tiroir de son bureau une clé USB dans un boîtier noir uni et se leva. Le bureau de Victoria occupait le coin nord-est du 42e étage. Les murs de verre offraient une vue panoramique sur la ville, et par temps clair, on pouvait voir la faible suggestion violette des montagnes à l'horizon. Aujourd'hui, le verre était strié de pluie. Il entra sans frapper. Victoria se tenait derrière son bureau, sa posture rigide, son expression contrôlée d'une manière qui indiquait à Liam qu'elle avait reçu le même email de conformité et avait déjà calculé tous les résultats possibles. Quand elle vit l'expression sur son visage, quelque chose changea dans ses yeux verts, une lueur de résignation qu'elle supprima immédiatement, mais pas assez vite. « Fermez la porte, dit-elle. » Il la ferma. « Je sais ce que vous allez dire, commença-t-elle, et il y avait une fermeté préventive dans sa voix, la fermeté d'une femme se préparant à une perte. Et je veux que vous sachiez que je vais m'occuper du conseil. C'est mon combat. Vous avez un fils à penser, et je ne permettrai pas que ma... Victoria. Elle s'arrêta. Liam posa une seule feuille de papier sur son bureau. Elle la regarda. Ses sourcils se froncèrent d'une fraction. « Ceci est ma démission, dit-il, avec effet immédiat. » Le silence qui suivit était lourd et texturé, le genre de silence qui a un poids et une température. Le regard de Victoria passa du papier à son visage, et dans ses yeux, Liam vit quelque chose qu'il reconnut parce qu'il l'avait vu dans son propre miroir la nuit où sa femme était partie. Le regard d'une personne qui s'attendait à être abandonnée et qui avait eu raison. « Je vois, dit-elle. » Sa voix était parfaitement égale. Ses doigts reposant sur le bord du bureau ne l'éteignent pas. « Non, vous ne voyez pas, dit Liam. Pas encore. Asseyez-vous. » Elle ne s'assit pas, mais elle ne parla pas non plus, et pour Victoria Ashworth, c'était la même chose. Liam plongea la main dans la poche de sa veste et posa la clé USB sur le bureau à côté de la lettre de démission. Puis il sortit un deuxième document, un enregistrement d'entreprise tamponné par le bureau du secrétaire d'État de l'Arizona, et le plaça à côté de la clé. « Corwin Security Consulting, société à responsabilité limitée, dit-il. Constitué il y a 6 jours, agréé, cautionné et assuré. Je suis l'unique propriétaire, l'unique employé et l'unique décideur. Je n'ai aucune relation d'emploi avec Vanguard Technologies, aucune obligation contractuelle envers un concurrent et aucun enchevêtrement financier avec une entité dans laquelle vous avez un intérêt. » Victoria fixa l'enregistrement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Fermé. Le levier du conseil, continua Liam, est la dynamique de pouvoir. Employés et employeurs, subordonnés et supérieurs, c'est la seule arme qu'ils ont. Sans elle, leur plainte éthique s'effondre. Il n'y a pas de violation de politique, parce qu'il n'y a pas de politique qui s'applique. Je ne suis pas votre employé. Je ne suis pas votre subordonné. Je suis un entrepreneur indépendant qui n'a pas été engagé. » Il fit une pause. « Je suis un citoyen privé qui a conduit 300 miles à travers un banc de brouillard pour rejoindre son enfant malade, accompagné d'une autre citoyenne privée qui s'est portée volontaire pour conduire. » L'architecture de son plan était propre et hermétique, une structure juridique aussi précise et délibérée que les points qu'il avait cousus dans sa robe. Victoria le vit immédiatement. Il regarda la prise de conscience traverser son expression comme la lumière traverse l'eau, illuminant une couche après l'autre. La défense de conformité, la neutralisation du conseil, la suppression complète et totale de chaque levier que Marcus Hale avait passé des mois à construire.
Vous avez planifié ça, dit-elle, et il y avait dans sa voix quelque chose qui n'était pas de l'accusation, mais de l'admiration. Je le planifie depuis 3 mois. Depuis la première fois que le comité de Hale a demandé un audit complet des journaux d'accès au serveur et que j'ai réalisé qu'ils ne cherchaient pas des vulnérabilités. Ils cherchaient un levier. Liam tapota la clé USB. Ce ne sont pas des données piratées. Je veux être très clair à ce sujet. C'est un enregistrement forensique des anomalies système que j'ai identifiées dans le cours normal de mes fonctions d'architecte système senior avant ma démission. Accès non autorisé au système de suivi GPS de la flotte de direction provenant d'adresses IP enregistrées au bureau personnel de Hale. Écart dans les journaux d'accès physique montrant une entrée dans votre loge à la Star Sand Arena par des identifiants attribués à l'assistant de direction de Hale. Trace de routage de serveurs montrant l'établissement de voies de données offshore non autorisées qui correspondent à l'architecture interdite par l'Union européenne que Hale pousse depuis des mois. Il se redressa. Ce n'est pas une preuve irréfutable. C'est une piste papier et elle est construite sur des journaux systèmes qui sont générés automatiquement, archivés automatiquement et légalement admissibles tant dans les procédures internes qu'au tribunal fédéral. Victoria prit la clé. Elle la tint dans sa paume et la regarda avec l'expression d'une joueuse d'échecs qui vient de réaliser que le pion silencieux qu'elle avait négligé 12 coups plus tôt a traversé tout l'échiquier. « Vous avez abandonné votre poste, dit-elle lentement. J'ai abandonné un titre. Votre salaire, vos avantages, votre... J'ai abandonné une case, dit Liam. Je n'ai rien abandonné d'important. Victoria posa la clé, elle regarda la lettre de démission. Elle regarda l'enregistrement de l'entreprise. Elle regarda Liam et les couches de son expression changèrent et se réarrangèrent comme le brouillard qu'ils avaient traversé ensemble, s'éclaircissant et s'éclaircissant encore jusqu'à ce que ce qui reste ne soit pas la présidente directrice générale, ni l'oratrice, ni la femme sur la couverture du magazine, mais la personne qui s'était assise à côté de lui dans le noir, dans une aire de repos abandonnée et lui avait dit la vérité sur le coup du pouvoir. « Vous avez fait ça pour que le conseil ne puisse pas me toucher, dit-elle. J'ai fait ça pour que le conseil ne puisse pas m'utiliser pour vous toucher. Il y a une différence. Et la société de conseil? Elle est réelle. C'est réel. J'ai déjà 3 clients. Aucun d'entre eux n'est Vanguard. Pourquoi pas Vanguard? Liam soutint son regard. La pluie striait les murs de verre du bureau d'angle, brouillant la ville en une aquarelle. Et dans le silence entre son battement de cœur et sa prochaine respiration, il prit la décision qu'il avait construite depuis le moment où il s'était agenouillé dans un couloir de béton et avait réparé l'armure d'une inconnue sans rien demander en retour. « Parce que je suis sur le point de vous demander quelque chose, dit-il, et j'ai besoin que vous l'entendiez d'un homme qui se tient exactement sur le même terrain que vous. Pas en dessous de vous, pas au-dessus de vous, pas à l'intérieur de votre organigramme, de votre chaîne de commandement ou de votre sphère d'obligation professionnelle. Juste ici, à égalité. » La respiration de Victoria entra lentement par son nez. Ses doigts se crispèrent contre le bord du bureau, puis, délibérément, se relâchèrent. « Demandez, dit-elle. Dînez avec moi. » Les mots étaient simples. 2 syllabes, 4 syllabes et un pronom ordinaire. Mais l'espace qu'ils ouvrirent dans ce bureau d'angle était vaste. Un espace qui contenait un couloir de coulisses, une autoroute enveloppée de brouillard, une confession sur une aire de repos, la voix d'un petit garçon disant « papa » et une femme endormie sur une chaise en plastique sous une veste empruntée. Et dans cet espace, pour la première fois, il n'y avait pas de hiérarchie, pas de différentiel de pouvoir, pas de politique, pas de levier, pas de public, pas de conseil, pas de brouillard. Juste 2 personnes qui avaient porté de belles choses seules pendant très longtemps, se tenant assez près pour voir la vérité dans les yeux de l'autre. Victoria Ashworth regarda Liam Corwin et le masque qu'elle avait porté pendant 20 ans, le masque qu'il avait porté d'un bureau partagé à un bureau d'angle jusqu'à la sonnerie d'une cloche de bourse, ne se fissura pas, ne se brisa pas, ne tomba pas dans un effondrement cinématographique spectaculaire. Il devint simplement inutile. Elle le posa comme on pose un sac lourd à la fin d'un très, très long voyage, avec un soulagement tranquille et le plus léger tremblement dans ses mains. « Vendredi, dit-elle. 19 heures. Et Liam, oui. Amenez Théo.
J'aimerais rencontrer votre équipe. La mâchoire de Liam se serra. Pas de tension cette fois. De l'effort de contenir quelque chose de trop grand, de trop chaleureux et de trop inattendu pour le laisser sortir d'un coup. Il hocha la tête. Il prit son sac d'ordinateur, se tourna vers la porte et s'arrêta, la main sur la poignée. Victoria. Oui, votre robe a tenu. Le coin de sa bouche se souleva. C'était un sourire petit, à peine perceptible, mais il était réel. Le premier vrai sourire qu'il ait jamais vu sur son visage, et il portait dans sa géométrie toute la distance improbable entre une urgence en coulisses et ce moment, entre un mur de brouillard et un mur de verre, entre seul et pas seul. Oui, dit-elle doucement. Elle a tenu. Il sortit de son bureau et entra dans le couloir, et la porte se referma derrière lui avec un léger clic. Et Victoria se tint à la fenêtre striée de pluie et pressa sa paume à plat contre le verre, et la ville en dessous d'elle se brouilla, se précisa et se brouilla à nouveau, et qu'elle réalisa, avec une clarté aussi soudaine et totale qu'un banc de brouillard qui se lève, qu'elle n'était plus intouchable. Elle n'était plus la seule personne dans la pièce. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, la pièce était exactement de la bonne taille. Et il y avait quelqu'un dedans qui la voyait, tout entière, l'acier et l'épuisement et la solitude et l'espoir silencieux et inflexible qu'elle avait gardé enfermé derrière des yeux verts pendant 2 décennies, et il n'avait pas détourné le regard. Il n'avait jamais, pas une seule fois, détourné le regard. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si elle vous a fait vous sentir vu, plein d'espoir ou un peu moins seul dans ce que vous portez ce soir, alors j'espère que vous prendrez un moment pour vous abonner. Il y a d'autres histoires ici, des histoires sur la force tranquille, les secondes chances et le genre d'amour qui ne se construit pas sur de grands gestes, mais sur l'acte modeste et constant d'être présent. Cliquez sur ce bouton d'abonnement, activez vos notifications et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute.